Donc jour 12, on va faire maintenant l'analyse de logiciels malveillants. Forensic McBlue à la RevSkew. Jeu de mots. Alors, l'exécution du document malveillant joint à l'email d'hameçonnage a été confirmée. Mis à part le fait que des connexions malhonnêtes ont été observées, on ne sait encore que peu de choses. Donc, on fait appel à nos elfes, les super elfes, et on a Forensic McBlue qui a confirmé que le document malveillant avait engendré un node binaire suspect. Pivotons à partir de cela. D'accord? Il a vidé la mémoire pour que cette tâche soit analysée. Donc, techniquement, on a utilisé Volatility. Vous avez vu comment on a extrait. Le seul truc que j'aurais dû faire, c'est faire un -O et demander à enregistrer le dump. D'accord? Là, je vous l'ai montré, ça l'a fait dans le programme Volatility. N'oubliez pas qu'il faut votre -O pour enregistrer. Techniquement, c'est ce qu'a fait notre ami pour nous faire gagner du temps. Alors, les objectifs d'apprentissage dans cette vidéo, ça va être de découvrir les fondamentaux de l'analyse d'échantillons de logiciels malveillants sans faire appel à des bacs à sable automatisés. Vous le savez, je vous ai déjà présenté maintes et maintes outils. Vous connaissez le plus connu, VirusTotal, et Hybrid Analysis, Intezer Analyzer, et il y en a plein d'autres. Et le but également, c'est de comprendre et apprendre aussi le comportement typique, on pourrait dire, des logiciels malveillants et leur importance dans notre pipeline d'investigation des incidents. Donc on a notre pipeline et on est à la 12e vidéo ou 13e, ça dépend si j'en ai fait 2, mais tu as bien compris qu'on ne fait que progresser. On ne savait rien, on a analysé les journaux, on a fait de l'OSINT, on a détecté, on a fait du balayage, on a vu comment ils avaient fait une attaque de force brute, on a analysé les emails, on a vu la pièce jointe, on a analysé les serveurs de command and control, on a désobfusqué la charge utile, on a vu que c'était un virus qui était dans My Secret Gift ou je sais pas quoi là, comment ça s'appelait, et on a vu que ça avait attaqué la machine, qu'un des elfes avait cliqué dessus, que c'était bien Explorer qui avait spawné CMD avait spawné le malware, d'accord, et qu'il était résident en mémoire. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc vous voyez toutes ces étapes, je vous dis toujours, on a une cyber kill chain en attaque, mais vous avez également un pipeline, un workflow. Alors, c'est pas une vraie CKC, puisque vous n'attaquez pas, vous analysez, vous défendez, vous faites de l'incident response ou du blue teaming, mais vous avez également des tactiques, des techniques et des procédures. D'accord? Il n'y a pas que les rouges qui ont des tactiques, techniques, procédures. Vous avez aussi des tactiques, des techniques et des procédures en bleu. Alors, on va commencer et je vais brièvement rappeler les bases, les comportements des logiciels dits malveillants. Alors avant d'aborder l'exemple des logiciels malveillants, il faut déjà brièvement comprendre qu'est-ce qu'un comportement courant déjà d'un logiciel malveillant. Les logiciels malveillants, je vous les avais déjà présentés, je vous avais montré les grandes familles de ces logiciels qu'on appelle malware. Alors, important dans la cybersécurité, on va le rappeler, les logiciels malveillants sont des logiciels créés pour endommager un ordinateur ou un réseau entier. Alors, je mettrai mon petit grain de sel, encore une fois, my 2 cents, comme disent les Américains. Mais je suis pas américain, pourquoi j'utilise des mots américains en fait, moi. Putain, je suis bizarre, moi. Bon, bref. Plus sérieusement, les acteurs de menaces développent des logiciels malveillants pour atteindre des objectifs spécifiques. Des infiltrations de réseau, des violations de données sensibles ou des perturbations des services opérationnels. Cependant, je tiens à dire que les logiciels malveillants, ils sont pas obligés d'être malveillants. Bien sûr, ils vont vous voler des données. Bien sûr, on va pirater votre machine, mais dans le sens endommager un ordinateur ou un réseau entier, il y a certains types de charges utiles, de shellcode, de failles qui ne vont pas endommager l'ordinateur. D'accord? Je peux accéder à ton ordinateur, avoir un reverse shell, mais j'ai pas endommagé. Tout va dépendre de l'exploit que j'utilise, mais je suis pas obligé d'endommager ton ordinateur. Ça veut dire que si à la limite tu me dégages, tu me coupes mon reverse shell, si j'ai pas d'autres moyens, imaginons que j'avais fait une attaque par ingénierie sociale, c'est toi qui as cliqué et qui a ouvert le reverse shell, enfin le payload qui a poussé le reverse shell, mon exploit, j'ai rien cassé. Je suis juste sur ta machine, d'accord? Après, je vais casser. Si je commence à créer de la persistance, à modifier des fichiers critiques, à corrompre ton système d'exploitation, là, je l'endommage. D'accord? Donc, je tempère quelque peu parce qu'on pense tout le temps qu'un virus casse le système. Mais en fait, un bon red teamer,
il va pas casser le système. Il est capable, en fait, d'attaquer l'ordinateur sans l'endommager. Et après, s'il veut, il l'endommage. D'accord? Il fait du ransomware ou il fait, enfin, les red teamers, on fait pas ça, mais les pirates. Soit on peut faire du déni de service. D'accord? On peut carrément bousiller la machine. Donc, si on doit inspecter plusieurs échantillons de logiciels malveillants dans la nature, on a un modèle typique, un pattern, hein, comme je dis toujours. Oui, je suis désolé, j'utilise des anglicismes, qui facilite d'autres échantillons. Hein, et ça viendra avec l'expérience, c'est comme tout en informatique, et pas que. Donc, il faut comprendre ces comportements courants pour avoir une idée objective, et on va essayer de comprendre ce qu'il faut, nous, en tant que Bleu, rechercher sur le plan défensif. Alors, connexion réseau, modification de clés de registre et manipulation des fichiers. Les connexions réseau, vous savez que les logiciels malveillants ont tendance à établir des connexions vers des réseaux externes ou des connexions en interne. Quand je fais des connexions réseau externes, je vais passer par des serveurs de paille, des serveurs mandataires, des proxys, de faux vrais serveurs de command and control. J'ai toute une infrastructure de C2, des noms de domaine, d'accord, des API, des réseaux sociaux, peu importe, où je peux utiliser des connexions internes, c'est-à-dire que là, je vais pas chercher à communiquer vers mon serveur de command and control vers l'extérieur, je vais commencer à attaquer, à faire mon déplacement latéral, à attaquer le réseau interne de l'entreprise. Je continue au plus profond. Et après, j'exfile. Donc, les connexions externes permettent, je vous disais, un accès à distance ou le téléchargement de charges utiles intermédiaires à partir de l'infrastructure C2 d'un acteur malveillant. Pendant ce temps, les connexions internes, par opposition, permettent un mouvement latéral, une technique utilisée pour étendre l'accès à d'autres hôtes ou une application au sein du système. Généralement, il y a plein d'applications. Les modifications de clés de registre, c'est utilisé par les malwares pour modifier les clés de registre pour atteindre la persistance, comme je vous le disais en préambule. C'est une technique utilisée par les acteurs de menace, donc qu'on appelle TA dans le jargon, Threat Actor, acteur malveillant, et ça permet discrètement et sur le long terme d'avoir ce qu'on appelle de la persistance. D'accord? Ce principe de persister dans le système malgré les perturbations. D'accord? Arrêt, redémarrage, et même si on essaye d'effacer ma persistance, je dois trouver de nombreuses techniques redondantes de persistance. C'est-à-dire pour me jeter du système, il va falloir trouver toutes les techniques, toutes les portes dérobées que j'ai installées dans ton ordinateur. D'accord? Donc, le plus simple, c'est les Registry Run Keys, c'est-à-dire tout simplement des clés de registre qui vont s'initialiser au démarrage de votre ordinateur et qui vont lancer automatiquement des binaires, donc des fichiers exe, si on parle de Windows, lorsqu'un utilisateur se connecte, ou des DLL, ou quand la machine démarre. D'accord? Et c'est ce principe de persistance. Dès que tu te connectes ou dès que la machine démarre, malheureusement, je récupère à nouveau la connexion vers ton ordinateur. Et c'est une belle petite saloperie. Donc, je vous redirige vers mes vidéos sur l'Active Directory. Je vais vous montrer toutes les techniques de persistance qui sont connues dans le grand public. Et maintenant, on va parler un peu de la manipulation, donc des fichiers. Naturellement, les logiciels malveillants ont tendance à télécharger. C'est l'une d'ailleurs des raisons courantes pour établir des connexions réseau. Et ils vont modifier de nouveaux fichiers nécessaires à leurs exécutions réussies. Ce principe de dropper ou de stager, qui va s'initialiser, qui va communiquer avec le serveur de command and control, et le serveur de command and control va lui envoyer un second payload, une seconde charge utile, et qui va faire office d'auxiliaire et qui va installer. Soit de la persistance, soit qui va permettre de la post-exploitation. En tout cas, ça va terminer la phase d'installation du malware sur l'ordinateur qui a été piraté. Donc, compte tenu de ces connaissances, on va pouvoir commencer à développer maintenant d'autres sujets qui sont connexes, et on va pouvoir réfléchir en fait à quoi on doit s'attendre des logiciels malveillants au cours d'une enquête. Alors, les dangers, je répète, je vous les avais déjà expliqués dans mes précédentes vidéos sur le Blue Team, mais attention, quand on parle d'analyse d'échantillons de logiciels malveillants, ne faites jamais ça sur votre ordinateur. Je répète, ne faites jamais ça sur votre ordinateur. Ne faites jamais ça sur une VM qui n'est pas air-gap, qui n'est pas déconnectée d'Internet. Vous retirez la carte réseau, vous le mettez sur un VLAN. D'accord? Vous avez un switch physique, configuré routeur switch, faites-vous un lab,
d'accord? Pour isoler totalement, d'accord? Parce que pour peu que vous fassiez une bêtise, vous lanciez l'exé dans votre shell, vous double-cliquez peut-être parce que vous avez voulu faire, je sais pas, clic droit, propriété, vous faites double-clic parce que vous êtes distrait, vous allez pirater votre machine, d'accord? Donc, prenez tout le temps ça en considération, votre sécurité d'abord et ensuite l'analyse. Donc supposez toujours que les échantillons de logiciels malveillants infecteront votre appareil. Par conséquent, l'exécution n'est pas la première et la seule étape de son analyse. D'accord? N'exécutez l'exemple du programme Veillant que dans un environnement contrôlé qui empêche la compromission potentielle de ressources indésirables, puisqu'en plus, si vous êtes sur un réseau, ok, tu t'en fous, tu pirates ta machine, mais ta machine va pirater peut-être d'autres machines. D'accord? T'es pas tout seul. Il est toujours recommandé d'avoir un bac à sable, donc une machine virtualisée, qui vous permet d'avoir une exécution sans souci des échantillons de logiciels malveillants. D'accord? Ou si vous n'utilisez pas tout simplement une machine virtuelle, vous pouvez utiliser une machine physique, d'accord? Et après, on a des logiciels via le réseau, via l'IPXE. C'est un protocole spécial. On va pouvoir charger une image directement sans disque dur, si vous voulez, à partir d'un réseau. D'accord? Donc on peut faire ça, ça nous évite de réinstaller constamment sur la machine physique un Windows pour faire nos tests. Donc un bac à sable, c'est un environnement de test contrôlé qui imite un environnement de travail légitime. Cependant, vous savez que les virus aussi essayent de détecter si la machine est virtuelle ou pas. C'est pour ça qu'à la maison, j'ai un ordinateur, je vous le disais, qui me permet de faire des tests beaucoup plus poussés. Pourquoi? Parce que j'ai pas toute cette couche d'hyperviseur et j'ai pas cette virtualisation. Donc je sais que même si c'est beaucoup plus contraignant, parce que ça demande un peu plus de travail, et puis une fois que la machine est verrouillée, il faut réinstaller l'ensemble du système. Et parfois, tu as des virus qui s'installent sur le MBR, qui s'installent dans l'UEFI. Donc, encore une fois, c'est réservé vraiment aux gens qui connaissent ce qu'ils font. Mais c'est là que vous pourrez exprimer la pleine potentialité du virus. D'accord? Puisque très souvent, il va se savoir analyser, savoir qu'il est dans un environnement de bac à sable. Et du coup, il va se mettre en stase. Après, je vous rassure, c'est réservé aux cyberarmes. C'est réservé aux vers les plus évoluer. Alors, ou pas, parce qu'on est en train de voir ça de plus en plus dans la nature. Mais avant, c'était réservé quand même à des gens qui savaient coder parfaitement des malwares, d'accord? Maintenant, on voit de plus en plus, c'est de plus en plus facile de savoir si il y a un environnement de bac à sable ou pas. Mais bon, revenons à notre sujet. Donc, un bac à sable, c'est prêt. Et ça empêche les analystes d'exécuter des échantillons de logiciels malveillants sur leur poste de travail, ce qui est dangereux, d'accord, et qui peut amener une possibilité d'un impact indésirable, comme je vous le disais. Donc on va travailler sur une VM. On a, tiens, ça tombe bien, on a Flare VM que je vous avais déjà présenté. Donc typiquement, on va prendre une machine, donc je confirme, c'est si vous voulez installer la Flare VM, utilisez un Windows 7 SP1 non patché, vous prenez un SP1 et installez le Flare VM, c'est là que ça tourne le mieux. Windows 10, c'est possible, Windows 11, c'est beaucoup d'emmerde. D'accord? Sinon, vous pouvez aller voir tous les outils qui sont présents sur la Flare VM et les installer tout simplement à la main sur votre VM. Et une fois que vous avez fait ça, vous créez un clone ou un snapshot pour pouvoir la recharger entre chaque analyse. On va se connecter à la machine, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on a la Flare VM avec tous les outils qui sont présents. Vous voyez que vous avez beaucoup de choses. C'est une très bonne machine. Sinon, vous avez Remux sous Linux. On va commencer notre analyse et on va voir tout ça. Alors, petit rappel, statique, dynamique, analyse statique. Alors, maintenant qu'on a compris les conditions préalables nécessaires pour gérer le malware en toute sécurité, on va faire un rapide survol de ce que je vous avais déjà présenté, mais les deux méthodes d'analyse de logiciels malveillants. Tout d'abord, la statique. C'est un moyen d'analyser un échantillon de malware sans exécuter le code, et cette méthode se concentre principalement sur le profilage du binaire avec ses informations lisibles, ses propriétés, son flux de programme et ses chaînes. Compte tenu de la limitation, on ne peut pas l'exécuter, on va faire que, vous l'avez compris, lire le code, essayer de comprendre, faire de la rétro-ingénierie avec quelques outils, mais aucunement on va exécuter, d'accord? Donc ça a ses propres limites.
mais ça vous permet, je vous disais, de bien comprendre ce qui s'y passe, d'accord? Mais parfois, malheureusement, méthodes d'informations qui sont informations insuffisantes, donc il faut passer à une autre méthode. C'est là qu'on a recours à l'analyse dynamique. Donc par opposition, l'analyse dynamique, comme son nom l'indique, on va essayer de comprendre comment fonctionne le malware en l'exécutant dans un environnement sécurisé, tel qu'un bac à sable. D'accord? Donc on va voir le malware en direct, ce qu'il va faire, comment il va pirater la machine, son comportement exact, comment il infecte l'environnement. Tout ça, ça va être nos indicateurs de compromission, des patterns, encore une fois, en criminalistique, qui vont nous permettre de comprendre le bon fonctionnement, en tout cas des pistes à creuser pour comprendre le fonctionnement. Puisque plus le malware sera sophistiqué, et tout en haut de la chaîne alimentaire, on a les cyberarmes, les cyberjoujous, d'accord? Réservés aux États-nations, ou pas, ça dépend. Parfois, Shadow Broker vole les joujoux de la NSA et du groupe Équation. Pas de chance. On leur fait un petit coucou. Analyser un malware simple, c'est simple. Analyser une cyberarme, c'est très, très, très compliqué. Et ça peut demander des années d'analyse, d'accord? Tout va dépendre du nombre d'analyses que vous avez. Et vous le savez en ce moment, il y a plein de wipers qui tournent depuis des mois, notamment avec la guerre en Ukraine. Et ce sont des wipers assez sophistiqués, assez dingues. Je vous avais mis d'ailleurs des vidéos de Defcon et de Black Hat. Allez voir, allez creuser. Le meilleur moyen pour devenir bon sur ces sujets, c'est pas que de faire des petits CTF avec des petits samples de malware tout bidon, c'est d'aller récupérer des gros malware, vous casser les dents en bas niveau, en forensique, en RE, en ingénierie inverse, en rétro-ingénierie et en malware hunting. C'est là que vous allez progresser, parce que je pense, c'est ma philosophie, je peux me tromper, mais c'est la difficulté qui vous fait progresser en informatique. Si vous faites que des trucs faciles, des trucs que vous connaissez, vous restez encore une fois dans votre zone de confort. Alors là, on va faire un truc très simple, mais une fois que tu auras pigé les mécaniques, va analyser, va voir les rapports des grosses boîtes, ce que fait Kaspersky, FireEye, il y a plein de boîtes, Mandiant et tout ça, pour après voir ce que font leurs experts. Et ces gens-là sont excellents et vous avez plein de rapports pour comprendre les cyberattaques, comprendre les cyberarmes et aller creuser. Et c'est ça qui vous donnera une vision holistique et qui vous fera progresser, parce que c'est très très dur, c'est très très technique, mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend, et je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de comprendre quelque chose qui est très difficile que de faire tout le temps les mêmes conneries. Donc pour cette analyse, on va se servir de Kappa et de Detect It Easy, qu'on appelle DIE en fait. Donc ça, je l'ai sur mon Windows, pas photo, c'est le premier truc que je fais avec PE Studio, P-Studio, qui permet pareil, d'analyser un exe, n'importe quoi, pour récupérer des AI aussi, pour uploader tout ça vers Virus Total. Mais je crois que je vous avais déjà fait une vidéo sur PE Studio. Là, c'est bien, on va voir DIE, comment ça fonctionne. Se lancer notre malware, d'accord, et il est préinstallé sur la machine. Donc, Mystery Gift, le fameux et DIE. Detect It Easy. On va l'ouvrir. Voilà. Donc, on arrive sur cette structure. On a quoi? On a le file name, on ne peut plus classique. Le file type. Donc là, soit en MS-DOP, là, on est en Portable Executable 64. Ça doit être un binaire en 64 bits. On a le PE, les sections, le timestamp, le size of. Donc là, on va voir. Visiblement, il y a quoi? Il y a du net, c'est une classe net, ça a dû être compilé. On a quoi? L'UPX, comment ça a été packé? On voit que c'est packé en UPX 3.95, NRV, best, et on a le linker. Donc les packers, ça permet de modifier la signature, on va dire, du malware, et ça permet l'offuscation, en partie. Il n'y a pas que ça, on peut utiliser d'autres techniques, mais voilà, ça va enrober, préparer la livraison, et ça va modifier la structure du fichier, pas dans son fonctionnement, mais la façon dont elle sera analysée ensuite par les systèmes de défense et par les analystes. Et avec un bon packer, on peut tromper les antivirus, et c'est encore une fois toutes ces techniques qu'on utilise en évasion, en cybersécurité offensive, qu'on appelle le red teaming. On a des techniques d'évasion qui nous permettent de contourner les systèmes de défense, qui nous permettent de contourner les antivirus. D'accord? Alors,
le packer fait pas forcément quoi, de l'offuscation, d'accord? Vous pouvez avoir un packer standard, mais il y a la plupart du temps quand on utilise un packer, c'est pour faire de l'offuscation et pour tromper les systèmes, d'accord? Après, il y a d'autres techniques d'anti RE, de rétro-ingénierie, qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues quand vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord, le Go, il y a certains langages même qui sont très durs à travailler dessus en termes de rétro-ingénierie, comment on décompile, comment on désassemble. Certains langages sont beaucoup plus faciles que d'autres, mais je vais pas encore rentrer dans les détails parce que moi-même tout ça, ça me dépasse. Je suis comme vous, moi je connais rien, j'apprends tous les jours. Donc Die. Cet outil fournit les informations sur le fichier, telles que son architecture, ses headers, ses en-têtes significatifs, le compresseur qui a été utilisé et les chaînes. Alors, quand on parle de compresseur, on parle de header, de packer et de chaîne. D'accord? Mais le packer va permettre d'empacter et donc aussi de réduire la taille. D'accord? Donc, on va utiliser les fonctionnalités de base de Die. Donc, quand je parle de Die, je parle de Detect It Easy pour obtenir des informations de base nécessaires à l'analyse du malware. Dès l'ouverture, donc, on découvre immédiatement l'architecture du binaire et le packer exécuté. C'est ce que je vous ai dit en préambule, là, à l'instant. L'emballage, entre guillemets, des logiciels malveillants, je vous le disais. Le packing aussi, c'est pas que de l'offuscation. Ça permet de compresser, je vous ai dit, on va réduire la taille, et parfois de chiffrer. Ça, je vous l'ai pas encore dit. D'accord? Donc, ainsi que les contenus et les chaînes et les en-têtes significatifs. Donc, le but, c'est de compliquer l'analyse. Lorsqu'on fait de l'analyse statique, on utilise des outils. On va essayer de camoufler les contenus tels que des chaînes et les en-têtes. D'accord? Les portable executable et le reste. Alors, le premier truc qu'on peut faire, c'est voir les strings. On a vu qu'on travaille sur des chaînes et on voit que déjà, c'est intéressant. Là, en tout premier, on a la signature typique de quoi? D'un programme binaire exe. This program cannot be run in DOS mode. Là, ça, c'est un message historique. On sait que c'est du Windows. D'accord? Vous retrouverez tout le temps ça. C'est le premier truc. Donc déjà, il y a des signatures propres, mais vous voyez que on n'a pas fini. Là, pour l'instant, on n'y comprend strictement rien. D'accord? Et vous voyez que je suis qu'au début. On en a des milliers. D'accord? 3983 strings. Donc, il y a des choses qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille. Mais vous imaginez bien que c'est un travail de fourmi si on doit commencer à creuser là. Donc, on va pas faire ça aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez extraire les chaînes à partir de Die. Vous pouvez faire des recherches, passer en ANSI, en Unicode, etc., etc. Vous pouvez le sauvegarder aussi. Ça peut être intéressant. Donc après, on a nos plages mémoire. Ça, c'est en bas niveau. En X, nos symboles. D'accord, l'adressage, nous offset, file offset, virtual address, relative address dans le PE. On a du COM, du binary. Bon, nous, on a vu que là, on est en quoi? On est en mode 64 bits. On est quoi? En Little Indianness. Little Indian. Donc, Big Indian, Little Indian. Pourquoi Little Indian? Parce que c'est une architecture AMD 64 bits et en fonction des microprocesseurs, vous avez soit quoi? Du Big Indian, soit du Little Indian. Encore une fois, tout va dépendre où est le poids fort. D'accord? Ce qu'on appelle un LSB ou un MSB. MSB, Most Significant Bit. D'accord? Le bit du poids le plus lourd. Soit il est à gauche, soit il est à droite, soit il est au début, soit il est à la fin. Si c'est le Least Significant Bit, LSB, c'est à la fin. Si c'est le Most, c'est au début. D'accord? Et là, on est en Little Indianness. Alors, en bon français, on parle de bootisme, on parle pas d'Indianness. Bon, vous me connaissez, j'utilise beaucoup de mots anglais, mais on parle de bootisme en bon français. On a du gros bootisme, ou du gros bootien, et on a du petit bootiste ou du petit bootien. D'accord? Donc, l'orientation Big Indian qui démarre avec les octets de poids fort et l'orientation inverse, petit bootiste, qui fait l'inverse. D'accord? Donc le choix du bootisme est typiquement fixé par l'architecture du processeur et par le format de données d'un fichier ou d'un protocole. Je vous mettrai la page Wikipédia dont je pose mes propos. Donc encore une fois, en informatique, le nombre entier est un type de données qui est généralement représenté sur plusieurs octets. Donc on a ces deux conventions et tout dépend du microprocesseur.
D'accord? En fonction des microprocesseurs, vous allez être soit en Big Indian, soit en Little Indian. Donc en gros bootiste, soit en petit bootiste. D'accord? Le bootisme est conditionné par l'architecture du processeur. Je répète. D'accord? Et l'expression est utilisée aussi en manière plus générale pour désigner l'ordre des chiffres dans un système de numération positionnelle. Les bits en font partie. Alors, on va avoir un petit diagramme que vous compreniez. Je vais vous le mettre sous les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre registre, d'accord, avec un accès en 32 bits. On voit que le gros bootiste, on part de gauche, on va vers la droite, d'accord. Si on est sur un accès 16 bits, ben on va prendre que C et D, d'accord, puisque A 8, B 8, C 8, D 8, 4 x 8, 32. D'accord? Tu l'as compris quoi? Si je dois prendre que 8 bits, ça sera que le D. Et à l'inverse, petit bootiste, eh ben je pars de droite et je vais à gauche. Donc voilà, ça faut vraiment que ça soit clair. Allez creuser hein, si vous n'avez pas ce principe, puisque le principe de MSB aussi, de LSB, Most Significant Bit et Least Significant Bit en bas niveau, vous allez le retrouver partout, partout, partout. Donc je vous disais, hein, c'est une petite vidéo d'introduction naturellement. Je rappelle que toute cette série de vidéos est réservée aux débutants. Donc trop compliqué, memory, hein, on die. Donc trop compliqué die? Non, pas vraiment, c'est juste qu'on n'a pas le temps, hein, mais on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut modifier les points d'entrée, d'accord, notre entry point, on peut carrément commencer à désassembler, et là on voit l'opcode, hein, on voit les bytecodes, le code machine, avec les instructions, les différents registres hein, au niveau du processeur, et les instructions telles que move, sub, jump, call, etc., etc., etc. D'accord? Donc là, on commence à passer, on voit en fait ce que fait notre programme, ni plus ni moins. D'accord? Donc c'est ces instructions qui sont lues par votre ordinateur et interprétées. Après, hein, grâce à l'opcode, on va pouvoir passer au binaire, au 0 et au 1 que comprend ton ordinateur. Et nous, l'opcode, bah, c'est le dernier truc qu'un être humain, un très bon être humain, très bien formé, très intelligent, très passionné, très motivé, va comprendre. D'accord. Après, en binaire, on est perdu. D'accord. Mais c'est la dernière couche d'abstraction basse entre le binaire après et la couche physique. Je te dis, les pistes sur ta carte mère, ton processeur avec ses bus de données et comment il communique bah, via des 0 et des 1. Et puis à l'échelle atomique, je te dis, c'est quoi? C'est des influx électriques, c'est des atomes, c'est de l'électricité, des électrons, ni plus ni moins. Ou ça peut être de la fibre optique, donc de la lumière, des lasers, d'accord? Si on doit utiliser de la fibre, d'accord? Ou ça peut être des radiations, hein? Dans le spectre électromagnétique, si on parle de Wi-Fi, par exemple, de Bluetooth ou d'autres moyens sans fil. Donc on peut faire un deep scan, on peut aller voir les signatures, pareil, hein, les MIME, très important. Là, on voit il nous le considère comme une application Microsoft Portable Executable, ça tombe bien, hein, puisque, bah oui, PE64, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le string, tout en haut, on a quoi? Ça, je vous disais, ça c'est récurrent, ça nous donne l'indication que c'est bien un binaire sous Windows. On peut hacher, hein, ça va nous permettre de comparer les valeurs de hash au niveau du PE, les sections. Alors pareil, faudrait que je vous montre ça, mais on peut pas rentrer trop dans les détails, sinon je parle pendant des heures. Donc voilà, je vais vous mettre une image sous les yeux et on a le MZ-DOS. Donc ça, vous voyez, on retrouve le segment DOS dont je vous disais très clairement. Hein, on a l'entête PE, on a la table des sections, on a du texte, on a du data et on a des ressources. Et là-dedans, on va pouvoir injecter même du code malicieux. D'accord? Là, on voit nos sections d'ailleurs. Hein, on a la section du packer, l'UPX, on a vu que c'était, et on a le RC, c'est tout simplement les ressources, d'accord? On a très souvent du point .txt, enfin du point texte, c'est le code, au niveau de la table des sections, tout en bas. Ensuite, on a des données, le point data, et on a du point RSRC, ce sont les ressources. D'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le PE? Encore une fois, en me basant sur la page Wikipédia, c'est l'executable portable, c'est le portable exécutable. C'est un format de fichier dérivé du COF regroupant les exécutables et les bibliothèques sur les systèmes d'exploitation Windows 32 et 64 bits. Alors, les extensions couvertes par ce format sont l'OCX. Vous avez dû forcément entendre parler de l'OLE et d'ActiveX.
hein, ces putains de saloperies d'ActiveX qu'on se bouffait à la belle époque en 2000 via quoi? Via des attaques comme plus, DICOM, d'accord? C'est des attaques qu'on faisait il y a 20 ans et qui permettaient de pirater, d'accord? Ça gère la compilation et on a des contrôles ActiveX qui étaient présents dans Internet Explorer et c'était le meilleur moyen de vous faire pirater sur Internet, d'accord? Avec cette belle petite saloperie de Flash Player. On fait un petit coucou à Adobe. On leur passe le bonjour. D'accord? Donc voilà, je ne vais pas encore rentrer dans les détails, je vous mettrai tout en description. On a les DLL que vous connaissez tous et le point CPL, ben, vous connaissez. Qu'est-ce que le point CPL? Ben, tu connais. C'est quoi? Qu'est-ce qui, si je te dis contrôle? Enfin, s'il me laisse taper, si, ça va. Ça va? Contrôle panel? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ça, c'est des CPL. D'accord? Les CPL, c'est tout simplement des extensions qui sont présentes dans votre panneau de contrôle. D'accord? Alors, c'est des programmes à part, hein, mais ça fonctionne un peu comme une sorte de binaire, on va dire. D'accord? Et à chaque fois que tu cliques sur mouse, en fait, ça appelle mouse.cpl. Hein, je te donne un exemple. Et tu arrives là-dessus. Et tu peux configurer ton Windows. D'accord? Donc, voilà, il y a d'autres MIME, et les MIME classiques, c'est justement application / VND Microsoft Portable Executable ou application / EFI. Et ben ça tombe bien. Pourquoi? Ben parce que c'est exactement ce qu'on a là. D'accord? Donc voilà, je vous mettrai les liens, allez creuser, c'est compliqué au début, mais une fois que vous travaillerez en bas niveau, hein, il faut absolument connaître tous ces trucs. Ça va prendre du temps. Laissez-vous le temps. Hein, c'est des années de boulot, je vous le répète. Et après, vous verrez que c'est super simple. Une fois qu'on comprend. D'accord? Donc, la plupart des analyses sont effectuées en Ring 3 dans le mode utilisateur. Hein. En dessous, on arrive au Ring 0, le kernel. D'accord? Donc, pour faire des analyses, encore une fois, c'est nous, on passe en Ring 3. Le Ring 0, c'est réservé aux aventuriers. Hein. Tu veux développer des drivers, tu veux analyser des drivers, tu veux créer des drivers malicieux, tu veux faire du hacking. Hein, c'est très poussé, c'est réservé aux meilleurs. Analyse dynamique comprend 2 phases, lecture du code, exécution du code. Lecture du code, certains le mettent dans la statique, mais moi, si tu fais du dynamique, c'est qu'en fait, avant, tu as déjà fait du statique. Donc, ça fait partie des deux. Donc, pour en prendre une telle démarche, hein, il faut posséder des outils, des débuggers. Vous avez aussi OliDBG, vous avez GDB, hein, le GNU Debugger. Et le principal étant de désassembler le programme hein, tout en l'exécutant. C'est ce qu'on appelle l'analyse pas à pas. Hein, on parle de step by step, de manière à pouvoir modifier son comportement en temps réel afin de comprendre plus en détail son fonctionnement et les modifications qui sont possibles. Typiquement, on va mettre des breakpoints, des points d'arrêt pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Alors, en parallèle, je reviendrai, mais vous avez Win32 DASM, PyDASM, c'est un module Python si vous voulez faire un peu du statique. Hein, et la lecture de bytecode d'un programme n'est ni plus ni moins qu'une transformation des suites d'octets présentées dans le programme en langage assembleur, ASM. D'accord? C'est un langage mémotechnique qui permet une compréhension humaine de ce que doit entreprendre le programme et qui sera ensuite traité par le processeur. Là, on est en dynamique, on va continuer, mais l'analyse statique d'un logiciel consiste en la lecture du bytecode, d'accord, tel qu'il existe sur le disque dur, c'est-à-dire sans exécution. J'espère que tout ça, maintenant c'est clair, je vous redirigerai, je vous mettrai un paquet de ressources pour aller creuser. Maintenant, on va passer à Capin. Donc voilà, vous pouvez aller voir l'entropie. Hein. En fonction de l'entropie, ça nous permet de savoir si un fichier a été modifié. Vous retrouvez le principe d'entropie dans CyberChef notamment. Et ça va vous permettre de savoir si le fichier a été modifié. D'accord? Ça nous permet de savoir aussi si éventuellement, est-ce que le fichier PDF est quoi? C'est du français? C'est de l'anglais? C'est du chinois? C'est du russe? Hein, en fonction des différents dictionnaires, des différentes langues, vous avez quoi? Des nombres de mots, d'accord? Vous avez des sons hein, qui se répètent, d'accord? Tout ça, grâce à l'entropie, on va pouvoir essayer de comprendre quelle est la nature du fichier, est-ce qu'il a été modifié, est-ce qu'il a été impacté, est-ce qu'il a été offusqué. D'accord? Et si jamais on doit récupérer des données, l'entropie va nous permettre aussi de parfois récupérer des données sensibles grâce à l'entropie. D'accord? L'entropie, c'est une notion vaste, hein, on l'utilise en mathématiques, mais on va dire que ça nous permet d'avoir une signature hein, et d'avoir un niveau de confiance.
D'accord? Là, je vois que au niveau de l'entropie, hein, plus c'est élevé, moins c'est élevé, tout ça va conditionner en fait, hein, le niveau justement de confiance qu'on peut avoir dans notre analyse. D'accord? Là, on voit il y a 86%, qu'il est pacte. D'accord? Donc, il nous le dit, hein, et Coco, je suis quasiment sûr que ça a été grâce à l'entropie paquet. Donc, si c'est paquet, très souvent, ça peut être malicieux si c'est une pièce jointe qui est malveillante, naturellement. D'accord? Et on peut s'en servir aussi pour d'autres choses, hein. Le packing, c'est pas forcément malveillant. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, offset, size, bon après il faudrait creuser, hein, on pourrait en parler pendant des heures. Passer en hex, d'accord? Récupérer les haches, bon ça je vous l'ai déjà dit, bon voilà, j'abrège, hein, et on va lancer Kappa en attendant. Donc, on a notre ami Kappa. Alors, lui, il va détecter les fonctionnalités dans les fichiers exécutables, hein, que ce soit l'installation d'un service, l'appel de connexion réseau, les modifications de registre et autres. On va se lancer un invité de commande, c'est déjà fait. Hein, vérifier que vous êtes en administrateur et on va venir charger notre malware. Alors, je vais aller dans malware sample et on va lancer le malware. Donc il nous le dit, hein, cet échantillon apparaît comme empaqueté, paquet, d'accord. Donc pourquoi les échantillons sont paquets? Parce qu'ils sont souvent utilisés, enfin le packing est utilisé pour offusquer et cacher leur logique. Kappa donc ne peut pas gérer les techniques d'offuscation de façon correcte, hein. Ça veut dire que les résultats peuvent être trompeurs ou incomplets. Si possible, vous devriez unpacker, hein, l'entrée, le fichier d'entrée, avant d'analyser ça avec Kappa. D'accord? Et il nous dit utilise -v ou -vv si tu veux vraiment voir les capacités qui ont été identifiées par Kappa. Donc on retrouve le kernel 32, hein, je vous ai dit que c'était très sensible dans la précédente vidéo, on voit des appels indirects, indirect call ici. On récupère, assez marrant, quelqu'un, monsieur Rabar, qui vient de chez FireEye, d'accord? Et on voit typiquement qu'il y a une signature, hein, c'est normal, il la trouve. Et c'est quoi? Bah, tout simplement, TryHackMe est allé récupérer un exercice de chez FireEye. Ok, c'est un échantillon qu'on utilise lors de CTF pour mieux comprendre le fonctionnement. Practical Malware Analysis Lab, d'accord? Donc, analyse de malware en lab. Et on voit l'exé, d'accord? Donc, il y a la signature qui a déjà été enregistrée. On voit que Kappa, là, dans sa banque de données, et il fingerprint et il dit, attends, je connais déjà un exé qui portait ce nom, d'accord? Il vous l'identifie. Donc, exécution de share model, hein, là, pareil, on voit que c'est la T1129. Donc, bah, ça sent un peu la merde. Pourquoi? Bah, parce que tactique, technique, procédure. On va aller voir le cadre ici à l'attaque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas de JavaScript? On va te donner du JavaScript, mon garçon. On va shooter ça et on a dit que c'est là. Et c'est exactement ça. Share module. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, les adversaires vont exécuter des charges utiles malicieuses en chargeant les modules partagés. Les modules partagés de Windows, en fait, peuvent être instruits, hein, en chargeant les DLL à partir de chemins arbitraires et en utilisant l'UNC, hein, qui est l'Universal Naming Convention Network. Hein, c'est un protocole qui nous permet quoi? Techniquement, c'est quoi? Bah, c'est tout connement quand tu vas sur des ressources sur le net ou tout simplement chez toi. Chez toi, c'est quoi? C'est dire, bah écoute, il y a un serveur 161.1.12, d'accord? Et tu vas aller me récupérer demo.exe. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est le réseau. Hein, via l'UNC, on peut joindre le réseau. Alors là, il va charger, et il va me dire que la ressource n'est pas disponible. C'est normal. Hein, j'ai pas un 192.68.1.11 sur mon réseau. Voilà. La découverte réseau est désactivée parce que saltimbanque est un paranoïaque. Au réseau, au partage réseau sous Windows, on peut se servir de l'UNC pour aller taper là-dedans, avec le découverte réseau, partage réseau de l'UNC, hein, même quand on utilise du Samba, du SMB, tout ça. D'accord? Donc c'est ça. L'Universal Naming Convention, c'est un standard pour identifier des serveurs, des printers, n'importe quelle ressource sur un réseau. Ça vient du monde Unix et après ça a été utilisé sur le monde
de quoi? De Windows, d'accord? Donc, un chemin classique UNC, c'est quoi? C'est un double dash, d'accord? Double slash ou backslash, hein, qui est précédé du nom de l'ordinateur. Ensuite, on a le chemin. Sous Windows, on a le disque, par exemple C2 points, D2 points, ou les arborescences, d'accord? Au sein de l'ordinateur qui sont séparés soit par un single slash, soit un backslash, d'accord? Donc, on le voit dans les exemples suivants, d'accord? DOS Windows, et rappelez-vous, hein, dans Windows, tout va dépendre. Hein. Là, c'est le type quoi? C'est le type Unix, d'accord? Et anti-slash, on a le type DOS Windows. C'est ce que je suis en train d'utiliser là. Hein, quand je lui dis quoi? Quand je lui dis ces deux points, tout ça, hein, c'est assimilé à l'UNC. D'accord? Je fais quoi? CD point point. Je peux te montrer. Qu'est-ce que je lui fais? Bah, justement, là, je peux utiliser l'UNC. Je lui dis quoi? CD, tu vas C2 points. D'accord? Tu vas dans User. Dans User, il y a Administrateur. Dans Administrateur, tu vas dans Desktop. D'accord? Et là, tu vas dans Malware Analysis. Tu peux me le faire, s'il te plaît? Voilà, d'accord? Ça, c'est un chemin. Et on respecte la convention UNC qu'on vient de voir. Bref, continuons. Donc, tu vois que là, il est paquet. On peut supputer, mais comme c'est paquet, ça risque de fausser. On a vu que ça utilise NIM. Un NIM, on s'en sert beaucoup en red team, en attaque, parce que ça permet de faire de l'évasion. NIM, c'est vraiment pas mal. Et on voit que c'est paquet avec l'UPX. On va dire que c'est des techniques classiques de fils de pute quand on essaye d'être un black hat. D'accord? Et défense évasion. D'accord? Donc, encore une fois, fichier offusqué et information également offusquée, assombrie, obscurcie, qui empêche qu'on la lise, qu'on comprenne ce qu'elle fait. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, retournons là-dessus. D'accord? Donc voilà, hein, comment charger des DLL de façon malveillante. Hein, et puis on voit après tous nos chers thread actors. Hein, et les logiciels aussi hein, dans lesquels on les a retrouvés. D'accord? Comment on peut peut-être empêcher ça? D'accord? La détection, comment les détecter et toutes les références si vous voulez creuser. D'accord? Vous devez passer votre temps sur le MIRTRE attaque. D'accord? En entreprise, comment je peux solutionner ces problèmes? D'accord? Qu'est-ce que je vais dire à mon client? Je vais lui dire, écoute, tiens, on va faire tout ça. Tu vas dire à tes gars et on va faire le taf. D'accord? On va voir comment on peut empêcher grâce à différentes couches de sécurité. Vous voyez? En termes de rémédiation, empêcher l'exécution, voilà quelques techniques qui permettent la mitigation du problème. Le but, c'est de bloquer des scripts, bloquer les DLL, d'accord? C'est pour ça que je vous ai fait des vidéos sur quoi? Sur Hard Configurator, d'accord? Hard Configurator, c'est ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a Syshardener. Je vous ai montré quoi? Angry Kitten. Pourquoi je vous fais toutes ces vidéos? C'est pour vous montrer comment sécuriser votre putain de Windows, d'accord? Et après, on va utiliser des SRP, on va utiliser plein de choses qui vont nous permettre quoi? Qui vont nous permettre d'empêcher tout ça. Hein, je te montrais Hard. Hard, c'est ça. J'ai mes SRP, j'ai mes règles. Skip DLL. Je veux pas qu'on injecte des putains de DLL sur mon ordinateur. D'accord? Bloquer les sponsors, les lolbin, les lolbase. Qu'est-ce qu'on fait? Le pare-feu, empêcher, bloquer les scripts, bloquer Adobe VBA, tout ça. Je vous ai fait une vidéo déjà. Charger les lolbin, d'accord? Tous les vecteurs d'attaque que on connaît, on essaie de s'en protéger. D'accord? Et c'est beaucoup plus facile de sécuriser ton PC à la maison qu'un serveur qui a besoin de communiquer avec d'autres machines sur un réseau local ou même vers l'extérieur. D'accord? Donc, je te redirigerai vers les vidéos que j'ai faites sur Syshardener, comment le configurer et les réglages que tu dois utiliser. Et ne fais pas confiance à Windows. Ton Windows, par défaut, n'est pas sécurisé, je répète. D'accord? Ok, revenons à nos moutons. C'est compressé avec le packer UPX, qu'est-ce qu'on va faire? On va le décompresser. D'accord? Donc, on retrouve des informations qui étaient pertinentes. Pourquoi? Puisque le packer, il nous disait UPX. Et en effet, c'est corroboré par quoi? On voit les sections, là, déjà, et on voit bien que c'est pacte. D'accord? Avec UPX. Et on a encore d'autres informations. Au niveau des métadonnées, on a la signature. Ok. Donc, ça tombe bien. On a UPX qui est installé sur la machine. Donc, vu que, quoi? Ils ont utilisé l'Ultimate Packer for Executable. D'accord? On va quoi? Faire l'inverse. Ils ont compressé avec comment dire
avec UPX, on va décompresser. Voilà, ça a été décompressé. Donc maintenant, on se retrouve avec quoi? On voit le vive. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça, c'est le fichier de Kappa. Hein, c'est ce qu'il a extrait. Donc, pour pas fausser, maintenant que ça a été unpack, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on supprime. D'accord? Et on peut relancer. Kappa. Et là, on devrait avoir des résultats beaucoup plus précis. D'accord? Donc, c'est vraiment les connaissances préalables, limitées. Hein? Ça fera pas de vous, quoi, un analyste qui est capable de travailler sur des malwares. D'accord? Mais déjà, quand vous êtes à la maison, vous avez des doutes, on vous donne des routines à appliquer chez vous à la maison, tant pour sécuriser votre ordinateur, comment fonctionne votre ordinateur, le comprendre, et donc après analyser aussi les malwares que vous pourriez récupérer à gauche ou à droite. Ok, donc persistance, autologon, ça va créer de la persistance. On voit qu'il se met dans le menu démarrer, donc là ça pue la merde. Au niveau des signatures, ça c'est bien parce que c'est nos IOC, on va pouvoir le passer à la moulinette. Hein, typiquement, j'irai voir des signatures de Tor, de Yara, hein, voir si on n'a pas ces signatures, aller sur Virus Total, les autres, hein, mais on retrouve des tactiques et des techniques utilisées dans la nature, hein, de toute façon pour lancer des attaques. Et en plus, il se donne les droits en mémoire de quoi? R, W, X. Là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se donne les droits en read, write, execute. Il a plein accès. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'il peut écrire, lire, exécuter. Donc là déjà c'est bon, ça pue la merde. C'est sûr que c'est un malware, il y a même pas à hésiter. On a quoi là? Donc là c'est à nouveau la signature. Ça pareil, indicateur très important pour nous. Il regarde s'il y a un fichier qui existe, intéressant. Donc là il fait du discovery. Il regarde les variables d'environnement, il veut savoir s'il tourne pas éventuellement dans un sandbox, s'il est bien sur un Windows, etc., etc. Un local storage, là on a un TLS intéressant, on a les fameux RSRC dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, en même temps, c'est pas surprenant, on a vu que dans la précédente vidéo, il y avait quoi? Vous vous rappelez? Il chargeait bcrypt.dll. Je sais pas hein, si c'est lié ou pas. En tout cas, voilà. Data non cryptographique. Mais en tout cas, il utilise Murmure. Donc c'est intéressant. On voit déjà qu'on a le repo. Hein, on va aller voir c'est quoi, attends. Et Smasher, de toute façon. Donc les tables de hash via Smasher. Donc il utilise le Murmure hash en CPP. On a notre NIM au niveau du compiler. Hein, le compilateur en NIM. Anti-analysis, anti-debugging, debugger detection. Donc là, on a des techniques d'offuscation et d'anti-reverse engineering pour empêcher l'analyse. Hein, donc voilà, là, on est quasiment sûr qu'il a toutes les caractéristiques d'un bon malware. Hein, et il a l'air plutôt sophistiqué, celui-ci. D'accord? Là, encore une fois, je rentre pas dans les détails. Je vous donne une analyse brève avec mes maigres expériences. Ok, donc tout ça, c'était... J'ai pas lu le code, hein, mais on va dire que c'est de l'analyse statique. D'accord? Je vous ai parlé de la dynamique. Maintenant, là, on va passer vraiment à la phase dynamique, c'est-à-dire que quoi? Eh ben, il va falloir le lancer. C'est que, si vous avez regardé, il n'y a pas un truc qui vous choque, là? My Mr. Gift? Il n'y a pas d'extinction. Oh putain, vous nous cassez. Putain, anglais. Alors, j'ai relancé la machine. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va répondre aux questions. On nous dit quelle est l'architecture du malware. Est-ce que c'est du 32 ou du 64 bits? Parfait. Alors, comment je sais ça? L'architecture PE64, d'accord? Donc, là, c'est du 64. Donc c'est architecture AMD 64, donc je pense que c'est du Win 64 qu'ils veulent. Je relance l'analyse. Donc vous voyez, quand je mets pas le mode verbeux, j'ai une une synthèse, hein, ni plus ni moins. Donc on voit au niveau de défense et invasion, qu'est-ce qu'on a? On a une technique qui est utilisée, deux techniques utilisées en discovery, une technique utilisée en exécution, une technique utilisée en persistance. Donc on va pouvoir commencer à répondre aux questions.
Quel est le packer? On a vu que c'est de l'UPX. Quel est le compilateur? On a vu tout à l'heure que c'était du NIM. Hein, je vous ai dit que c'était utilisé avec du NIM, qu'on s'en servait très souvent. C'est assez apprécié des pirates. Ensuite, l'architecture, on a vu que c'est du 64 bits, je suis quasiment sûr, non? Alors, j'ai des problèmes de stabilité. Je vais faire comme tes youtubeurs préférés. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des instabilités sur les serveurs Try Avec Me. Je serais content de l'apprendre. Tu sais, pour faire un peu plus d'audience, là, plus le clickbait et tout ça. Mais ça, c'est tes youtubeurs préférés. J'en fais pas partie. Alors, plus sérieusement, on a vu la partie statique. Je vous ai parlé de l'analyse statique et dynamique. On a vu la statique, hein, mais il y aurait encore à développer pendant des heures. Encore une fois, ceci est une introduction. On va passer à l'analyse dynamique, vous l'avez compris. Donc on a vu, hein, on a trouvé des IOC, c'est de s'appuyer, hein, tactique, technique, procédure. Visiblement, le malware est plutôt bien conçu. Hein, il y a toute une phase de reconnaissance, il vérifie qu'il est dans le bon environnement Windows, via des clés de registre, il s'installe, il crée sa persistance, via des clés de registre, il interroge le système, et il commence à se répliquer. Donc, plutôt pas mal. Donc voilà, on avait vu que le malware avait été identifié par Kappa aussi. Et je vous avais dit comment ça se fait qu'il n'y a pas d'extension. Mais c'est un peu à l'image de la précédente vidéo qu'on avait faite sur, tu te rappelles, sur Cyberchef. Je vous avais dit, on fait du defang, hein, on neutralise. On neutralise à la fois les adresses IP, les noms de domaine du serveur de command and control pour que de façon non intentionnelle, on ne puisse pas cliquer dessus et se verrouiller. Là, c'est pareil. On traite quoi? On traite un malware. Le malware, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on lui a fait sauter l'extension pour que Janine fasse pas l'erreur de quoi? Double-cliquer, il se passera rien. Pourquoi? Tout simplement, l'extension n'est pas reconnue. D'accord? Donc nous, si on veut travailler dessus, si on veut l'exécuter, tu as bien compris, faut qu'on lui redonne son exécution. Voilà. Donc là, à partir du moment où vous faites ça, attention, là, vous prenez des risques, d'accord? Parce que maintenant, il va pouvoir s'exécuter. Donc, on va se lancer Process Monitor, que je vous avais déjà présenté. Hein. On va filtrer les résultats dans Procmon. Donc, quand je parle de Procmon, je parle de Process Monitor. Hein, que ça soit bien clair, c'est son petit nom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on va voir les événements qui sont tout simplement générés par le malware. Hein. On va lui mettre une condition. Comment je pourrais filtrer uniquement les outils, comment je pourrais uniquement filtrer par exemple le malware? Eh ben c'est pareil, on va lui mettre un statement, on va faire une déclaration. Le processus est tout simplement. Donc je vais lui mettre un filtre, hein, tout simplement, on va faire une déclaration, on va lui dire si le nom du processus est Mystery Gift, donc le cadeau mystère, tu l'includes naturellement. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on filtre uniquement My Mystery Gift. Hein. Donc on laisse Process Monitor tourner en tâche de fond et on va l'exécuter. Et en l'exécutant, qu'est-ce qui va se passer? On espère que on va pouvoir récupérer les activités de registre, fichiers, réseau, processus et thread, et on va essayer de profiler les événements pour mieux comprendre son action. Parfait. Donc là, je simule. L'action de l'utilisateur. Ok. Voilà, c'est lancé. Ok. Alors, ça commence avec un PID de 2992. On voit que c'est bien, ça a été lancé en ligne de commande. Pas de secret là-dessus. Donc c'est guacamole, papa, chocolaté, tout ça. Donc il charge une image. Déjà, il se charge via NTDL. On avait vu que le fichier de façon était appelé. On avait vu kernel 32, kernel base. Donc on va regarder au niveau des images. On va faire de façon séquentielle. Donc là, on travaille sur tout ce qui est activité de registre. D'accord? Qu'est-ce qu'il ouvre? Session Management. Il travaille sur le tas, le heap. Regward. Donc visiblement, il ajoute des clés de registre. Donc à mon avis, il doit jouer avec le socket. Il veut établir une communication vers l'extérieur. On a du TCP/IP. Je vais vite. On TCP/IP 6. Donc en gros, il se gère deux sockets. Un socket en IPv4, un autre socket en IPv6. DNS client, à mon avis, il va s'en servir pour résoudre vers le serveur de command and control. On a les DNS, du TCP/IP pour établir la communication. Jusque-là, voilà. Rien de bien spécial. DNS.
Voilà. Et on voit qu'il se donne les droits à chaque fois. Hein. Granted access, all access, all access. Donc là, en gros, il est en train de se mettre open bar. D'accord? Et on voit qu'il regarde en plus la machine, hein. Les réglages, la langue, ce qu'il y a sur le bureau. Donc voilà, on commence à voir qu'il y a clairement des activités dites malicieuses. Si je repars de zéro, vous voyez qu'on croule sous les informations. Si vous vous rappelez ce qu'on disait un petit peu au début, qu'est-ce qui nous intéresse techniquement? Registre, système de fichiers, réseau. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les logiciels malveillants, ils ont tendance à faire ce qui suit. Modifier le registre. Donc, on va s'intéresser au registre, modification des fichiers, on va s'intéresser au FS, au système de fichiers, et connexion réseau, on va s'intéresser au réseau, comme vous l'avez compris. Donc, on va enquêter un par un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se focaliser sur ces trois composantes. Donc, ici, j'applique mes filtres. Enfin, j'ai appliqué mes filtres. Ici, je peux soit afficher ou non l'activité. Registre, on a vu que ça nous intéresse. Là, FS, ça nous intéresse. Network, ok, d'accord. Donc, je décoche les deux autres. On se retrouve avec déjà un peu moins d'événements. On va continuer. Au niveau de la modification du registre, on va essayer de déterminer, on a vu, là j'ai survolé rapidement, brièvement avec vous, mais il faut comprendre les modifications importantes du registre. Elles sont exécutées par le binaire et naturellement, c'est un comportement entre guillemets attendu. Donc on va jouer à nouveau sur nos filtres et on va afficher uniquement l'activité du registre. D'accord? Donc bien sûr, le but c'est de pas crouler sous les informations, d'aller à l'essentiel. Et le meilleur moyen d'aller à l'essentiel, c'est en filtrant votre dataset. Donc, si on se focalise sur les registres, autant retirer les deux autres. C'est pour comprendre la logique. Là, on n'a plus que nos clés de registre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Reg, open key. Open key, je m'en fiche. Exclude reparse. Vous voyez que en fonction d'où je clique, ça change. Là, je suis dans le pass. Là, je suis dans opération, d'accord? Là, je suis dans result, d'accord? Donc, vous voyez que c'est contextuel. En fonction d'où vous faites votre clic droit, c'est pas le même principe de filtre, d'exclusion. Nous, on s'intéresse sur les opérations. Je veux quoi? Je veux virer tout ce qui est ouverture de clé, requête au niveau des valeurs de la clé de registre, requête au sein même de la clé, dans le registre, et si la clé est fermée. Pourquoi? Parce que je veux me retrouver uniquement avec des informations qui, moi, m'intéressent. Donc, exclude. Parfait. Query value. Exclude. Close key. Exclude. Reg query key. La requête en elle-même. Exclude. Voilà. Et là, vous voyez qu'on vient de filtrer. Après 4 opérations séquentielles, on se retrouve uniquement avec les clés de registre qui ont quoi? Qui ont été créées. On voit déjà qu'il se fait quoi? Il se crée une clé de registre pour la persistance et on a un fichier qui s'appelle wishesbat. On va aller voir. Donc, il est situé dans administrateur appdata. Alors, est-ce qu'on a l'appdata qui est visible? Non. On va aller dans view. On va vérifier. Si, pourtant, il y a bien les trucs extensions. Ah oui, c'est dans l'utilisateur. Donc là, franchement, c'est le plus simple comme type de persistance. Il va dans le menu démarrer et startup. Voilà. Donc, tous les fichiers qui sont placés à cet endroit-là, vous le savez, tout simplement se lancent au démarrage. D'accord? Donc, allons voir un petit peu ce qu'il en est. Super. Easter eggs on Christmas. Donc, vous savez ce qu'est un Easter egg? C'est une petite blague, un petit troll que cachent les développeurs, soit dans leur logiciel, soit dans leurs jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle un œuf de Pâques, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, un Easter egg, d'accord? Vous avez des Easter eggs dans vos jeux, vous avez des Easter eggs dans vos logiciels, partout, en fait. C'est une petite blague entre devs. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, donc, là, on est quoi? On est sur un fichier batch, donc c'est .bat, et techniquement, donc, on commence, il fait son echo off, il termine, rien de surprise. Dans AppData, au final, il va venir charger surprise.exe, mais nous, ce fichier-là, il n'est pas présent. Pourquoi? Parce que ça démarre, ça récupère le hostname, ça prend tout à partir du fichier dump, il récupère le WAMI, all, en fait, il fait... Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait une phase de reconnaissance. Netstat Anno, il veut connaître toutes les connexions. Quoi?
TCP/IP qui sont ouvertes. On le voit là. Il récupère l'adresse IP et il fait notre netstat anno. Donc pour rappel, le A, vous pouvez pareil, vous voyez que c'est équivalent à un -A, -N, -O. Le -A, c'est tous les ports ouverts, d'accord, en supplément. Ensuite, le N, c'est afficher de façon numérique les adresses et les numéros de port. Ça permet d'afficher tous les ports ouverts en fait, les connexions actives, donc de façon numérique, c'est le N, et les ID de processus inclus, ni plus ni moins. Si je dois vous le montrer. Il a l'air bien dans les choux. Ouais, je vais peut-être sauter le processus, parce que là, on est quoi, 25% de CPU. Voilà, ni plus ni moins. Voilà ce que ça fait un netstat anno. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son who am I. Pareil, who am I, qui suis-je? Et who am I all. D'accord. On a les informations sur l'ensemble de l'utilisateur. Non seulement il y a le nom de l'utilisateur, mais on a son SID, on a toutes les informations liées au groupe, donc typiquement phase de reconnaissance, et surtout les privilèges associés à l'utilisateur. Là, vous voyez qu'on a de la chance. Qu'est-ce qu'on a? Par défaut, l'utilisateur, il a l'impersonate et il a quand même le create global object. Donc ça permet, ça c'est une faille. Donc voilà, vous voyez que le virus se lance. Donc on voit que le virus se lance, il fait sa phase de reco. D'accord. Ensuite, il va énumérer document, download. À partir de AppData, il écrit dans un fichier qui s'appelle dump, tout simplement. Ensuite, il fait une attaque living off the land. Pour rappel, CertUtil est utilisé en entreprise pour installer des certificats numériques sur les serveurs de l'Active Directory, et on peut détourner, faire un split F, Earl cache pour télécharger un fichier à partir de l'extérieur. Ok. On retrouve le bandit Yeti, notre serveur, phone home avec le AppData, et il télécharge surprise.exe et il vient exécuter surprise.exe. D'accord? Donc là, pourquoi AppData? Tout simplement parce que on utilise une variable de variable système. Si je fais un run ou un search, peu importe. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vois pas le fichier dump. Alors, peut-être qu'il faut redémarrer la machine, d'accord, pour qu'il le génère. On va voir. Je vais le pousser et on va voir ça. Il se lance. Et voilà. On a notre fichier dump où il a tout techniquement écrit dedans. Voilà. On retrouve toute sa phase de reco. D'accord? Ok, donc là on commence à comprendre qu'il se passe clairement des choses bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais revenons à ce qui nous intéresse, Process Monitor. Donc on peut maintenant, suite aux modifications qu'on a faites, observer qu'une seule clé de registre a les deux, reg create key et reg set value. Qu'est-ce que j'entends là? Là c'est la dernière. Celle sur laquelle on s'est focalisé. Cette clé est liée à une technique de persistance appelée modification de la clé de fonctionnement de registre. Elle est utilisée par les développeurs de logiciels malveillants pour installer une porte dérobée. Mais on peut s'en servir également en quoi? En dev, tout simplement. Pourquoi? Pour lancer un launcher qui va mettre à jour. Vous avez des updaters, comme on les appelle, qui vont mettre à jour vos logiciels. Ils peuvent utiliser ces techniques de façon non malicieuse pour tout simplement vérifier qu'il y a des mises à jour au lancement de votre machine. Typiquement Google, quand vous installez Chrome, c'est ce qu'il va faire, et plein d'autres logiciels, d'accord? Mais en attaque, vous l'avez compris, on peut s'en servir également et détourner la logique pour cette fois-ci installer de la persistance via une porte dérobée. Donc maintenant qu'on a déterminé que le logiciel malveillant exécute fait des créations de fichiers, on peut voir aussi éventuellement si le malware supprime pas des fichiers préalables à sa réussite. Alors vous le savez, parfois les malwares en fait exécutent une création de fichiers et ils peuvent également créer une suppression de fichiers. D'accord? Des fois ils effacent leurs traces. D'accord? Le but c'est d'être le plus discret possible pour une partie défensive. Donc là maintenant qu'on s'est focalisé sur les clés de registre et on a trouvé des indicateurs de compromission qui sont très intéressants pour nous, on sort du registre et on va rentrer maintenant
dans ce qui est activité système. Pardon. Donc pareil, on croule sous le nombre d'événements. Hein, on a quoi? On a 1692 événements. Là, il nous en montre que 68. Mais je voudrais également filtrer. D'accord? Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Écriture de fichiers. Donc, on va, encore une fois, dégager tout le reste. D'accord? Create file mapping, query security file, query name information file, query basic information file, close file, ok, fichier de lecture, tout ça. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le create file. On veut voir tout ce qui a été créé, en tout cas en écriture. Là, le read file, ça m'intéresse pas. Pareil, on va l'exclure. On a quoi? Du query basic information file, pareil. Requête basique sur le système de fichiers. Sur le fichier, on s'en fout. Create file, qu'est-ce qu'on a vu? Ça peut être intéressant ou pas? Est-ce qu'on s'en sert? Non, pareil. Ensuite, vous voyez, on a de moins en moins de choses. Close file, pareil. Fermé, ça ne m'intéresse pas. Create file mapping, pareil. On n'en veut pas. Ok, donc on se retrouve avec quoi? Avec nos fameux file write, vous avez compris, on va dégager tout ce qui reste. Voilà. On est parti avec plus de 66 événements, on n'en a plus que 6. Vous voyez? Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Visiblement, il a écrit maintenant en plus un test.jpg. Alors, s'il n'y a pas des techniques d'offuscation, intéressant, pourquoi? Ou il fait une capture d'écran de l'utilisateur. C'est fort possible. D'accord? Donc on reste dans quoi? Dans roaming? Non, cette fois-ci on est dans app data, dans local, et il va dans le fichier temp. Vous avez également un fichier temp là-dedans. Donc on peut observer qu'on a techniquement 2 fichiers qui sont écrits dans l'arborescence de l'administrateur, dans app data. Hein. On a du local, on a du roaming. Et dans le fichier temp d'app data local, il crée un JPEG qui s'appelle test, et l'autre, il génère notre wishsbat qu'on vient d'analyser. Donc voilà, c'était vraiment les bases avec un cas pratique. Donc si on doit conclure, on peut dire qu'on a couvert vraiment les bases de l'analyse de logiciels malveillants, comprendre comment les clés. Donc le but c'était de comprendre en fait les bases, à quoi s'attendre lors d'un examen d'échantillons de logiciels malveillants, les précautions que vous devez prendre lorsque vous manipulez des échantillons viraux. Des logiciels malveillants, l'importance des bacs à sable, si je dois vous faire encore des métaphores, quand on travaille sur des virus, en virologie, tout ça, on a des laboratoires P3, P4, P1, P2, P3, P4. Les P3, les P4, c'est réservé au monde civil et au monde militaire. Les P4, c'est le niveau le plus élevé de sécurité, et on va pas parler de Wuhan, mais voilà, on essaye d'isoler les souches, d'accord? Vous c'est pareil, vous travaillez en lab et vous allez isoler les souches. Pour isoler les souches, il faut que vous ayez toute une méthodologie, d'accord? Pour pas faire n'importe quoi. Parce que n'oubliez pas que si c'est un ver et que vous l'exécutez, vous êtes capable soit de contaminer l'ensemble de votre maison, chez vous, comme un con, soit l'ensemble de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si jamais vous faites des conneries, ou carrément, s'il y a un accès à Internet, le ver peut ensuite quoi? Se propager comme Sandworm, comme plein d'autres vers au reste de la Terre. WannaCry, Stuxnet, on a vu des histoires, d'accord? Et non seulement ils ont attaqué, si Stuxnet a attaqué les centrifugeuses iraniennes, et ensuite il s'est déployé partout. Il est même retourné attaquer les États-Unis. Je vous avais expliqué ça dans mes vidéos sur Stuxnet. Donc attention, c'est pas un jeu, vraiment. Donc voilà, mener une analyse statique, profiler la nature du binaire sans l'exécuter, et ensuite analyse dynamique manuelle pour observer les interactions de notre échantillon de logiciels malveillants, et les bases, registre, système de fichiers, réseau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais répondre aux questions avec vous, et puis on aura terminé. Alors, je reviens sur les précédentes vidéos. Architecture de l'échantillon, on a vu que c'est du 64 bits, PE64. On a vu que c'était paquet avec un packer très connu qui s'appelle UPX. Quel est le compilateur? On a vu que le compilateur NIM peut être utilisé. Il est très utilisé en offensif. D'accord? Il nous permet des moyens d'offuscation. MIRT, qu'est-ce qu'on a vu? Discovery, on avait, si vous voulez connaître la réponse, il faut lancer quoi? Kappa, d'accord? Vous lancez Kappa sur Mystery et vous allez avoir la réponse. Mais avant, il faut désoffusquer, dépaquer. Donc, vous allez faire un UPX espace -D, Mystery, et ensuite, vous effacez le fichier vive, qui est créé par
notre ami Paca et vous relancez la commande Paca Mystery. Et là, vous allez voir dans la vue qu'on avait vue ensemble, soit vous faites mode verbeux, il vous donne énormément de détails, 1V ou 2V au niveau de nos switches, soit vous mettez tel quel et dans ce cas-là, vous allez avoir un résumé, comme on l'avait vu, assez succinct avec les différentes techniques du Myrtre attaque, d'accord? Et dans Discovery, si vous refaites la commande, vous avez 2 techniques qui sont utilisées en mode Discovery. Découverte. Alors ensuite, clé de registre abusée par le logiciel malveillant. Ben on va regarder le pass. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est celle-ci. C'est le run. Quelle est la valeur écrite sur la clé de registre sur la base de la question précédente? Alors, ben, c'est une très bonne question. Voilà. Ensuite, on a vu quels sont les 2 fichiers créés. On a tout d'abord test.jpeg, ensuite wishes.bat. Quels sont les 2 domaines? On l'a vu. Premier domaine, bestfestivalcompany.thm et virustotal.com. Quelle est l'adresse pour télécharger le malware? Alors, il va falloir qu'on filtre cette merde. Si on parle de nom de domaine, qu'est-ce que je peux chercher? HTTP, non. HTTPS, non. Voilà, et le dernier donc c'est Floss qui fait partie de, c'est limite le plus simple. Donc la machine avait craché, donc je vous mets une capture d'écran, mais c'est le FireEye Labs Obfuscate String Solver, ce qu'on appelle Floss. C'est grosso modo un outil open source de FireEye qui va détecter, extraire, décoder automatiquement les chaînes offusquées dans des fichiers Windows portable executable. Donc on lui donne Mystery, il va chercher dans le PE est tout le temps tout en haut, d'accord, et on va analyser le PE et dans le PE, on va trouver les charges ou les chaînes offusquées ou ailleurs. On a de la data, pas que forcément dans le PE. Et donc là, on voit qu'on récupère tout ce qui est relié. Je fais un grep en fait dessus et on peut grepper directement le HTTP et on retrouve 3 adresses, d'accord, qui nous intéressent, qui sont la solution à notre problème. Donc, on voit que ça tape sur quoi? HTTP, c'est la dernière question, Best Festival Company, et ça télécharge la favicon, la bannière.ico, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, plutôt pas mal. Installez-vous la Flare VM, elle est pas mal. Si vous avez besoin de bosser sur Linux, vous savez que vous avez Remux. Donc voilà, pensez que Floss, ça sera aussi votre meilleur ami. On a plein d'outils, mais plutôt que protéger les portes dérobées via des packers hardcore, on a beaucoup d'auteurs de logiciels malveillants qui vont tout simplement essayer de faire des bypass, d'échapper, d'offusquer via la détection heuristique en signature, en masquant uniquement les parties d'une clé d'un exécutable, d'accord? Donc grâce à Floss, on va pouvoir analyser ça, on peut, vous voyez, grepper, extraire directement à partir d'un binaire, c'est très utile, et souvent c'est partie de chaînes ou de ressources utilisées pour configurer des domaines, des fichiers, bref, tout autre artefact qui est lié à l'infection peut être découvert grâce à notre ami Floss. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des fonctionnalités qui n'apparaîtront pas sous forme de texte brut dans la sortie de l'utilitaire string.exe qu'on utilise couramment. Il nous faudra un logiciel plus évolué pour l'analyse statique et c'est là que FireLabs Obfuscate String Solver rentre dans le game, d'accord? Ça va nous permettre de nous aider bien mieux qu'un simple strings qui est un binaire classique sous Linux parce qu'il utilise des techniques d'analyse statique avancées pour faire de la désobfuscation de façon automatique sur les chaînes de fichiers et les binaires malveillants, d'accord? Donc vous l'utilisez comme string, mais ça va améliorer grandement votre analyse statique de base, d'accord? Donc c'est téléchargeable, vous l'avez dans Flare Floss. Donc voilà, je vous mettrai repo, allez voir le repo de Mandiant, allez voir le repo de notre ami FireEye, vous avez tout ce qu'il faut là-bas. Donc voilà, oubliez strings,
Strings, c'est bien pour des CTF, mais pas pour du malware analysis. Maintenant, vous remplacez strings exe.floss, d'accord. Et comme je vous disais, hein, vous verrez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein. Extraire des chaînes lisibles par l'homme à partir des données binaires, c'est ce qu'on a fait avec nos domaines. Là, on a extrait les adresses en HTTP et l'avantage de Floss, c'est qu'il analyse statiquement les fichiers exécutables et il va décoder les chaînes masquées. Et ça, c'est un grand avantage pour nous. D'accord? Parce qu'on va avoir des chaînes chiffrées dans la mémoire globale, hein, des globes, et qui va être désobscurcie hein, sur le heap, sur le tas, ou créé manuellement sur la pile. C'est ce qu'on appelle du stack string. Ok? Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous bosserez vraiment en bas niveau, pensez à Floss. C'est très, très, très utile. Hein. Extraire des chaînes statiques, comme strings, mais en mieux. D'accord? Donc tu peux remplacer strings par floss à partir de maintenant. Voilà, moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.